Bonjour. Bonjour à tout le monde. On commence un atelier d'immigration aujourd'hui et j'espère que l'information que vous allez y voir va être utile pour vous. Juste une minute, j'ai un petit peu de misère avec mon... Bon, on y est. En commençant, je voulais juste dire qu'il y a quand même des limitations dans le sens qu'on va vous donner de l'information concernant l'immigration. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible et je voulais aussi dire que ces discussions-là aujourd'hui ne sont pas des avis légaux parce que chaque cas est particulier et ce qui fait où est-ce qu'une situation peut s'appliquer à votre voisin, elle ne s'applique pas nécessairement à vous. Donc, c'est bien important dans votre périple d'immigration de s'assurer que vous avez les avis qui, en fait, s'appliquent à vous-même et votre situation particulière. Qu'est-ce qu'un CRIC? C'est pas une bébite. Je suis membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Donc, c'est l'acronyme, c'est ça que ça veut dire, consultant réglementé en immigration et citoyenneté. Dans le cas des avocats, eux autres sont réglementés par la Chambre des notaires de la province en question. Tandis que les conseillers en immigration, on est gérés, si vous voulez dire, ou réglementés par le Collège d'immigration. Okay? Donc, c'est un petit peu différent au point de vue où est-ce notre organisation mère est, mais nos responsabilités sont quand même les mêmes. Ça, c'est s'il y a des gens qui ont besoin de me rejoindre, c'est l'information, comment vous pouvez faire ça. Et puis, ça va être répété à la fin aussi. Quand on regarde à l'immigration au Canada, au point de vue objectif annuel, ils ont augmenté le nombre d'immigrants pour venir au Canada d'une façon régulière d'année en année. Donc, en 2021, je ne pense pas qu'ils aient rejoint leur objectif de 401 000 à cause de la pandémie, mais c'est quand même leurs objectifs qui étaient déjà là, un objectif plus haut que 2020. Et vous pouvez voir qu'en 2022, ça va augmenter à 421 000, donc une augmentation d'environ 5 et une autre augmentation pour 2023 à 430 000. Donc, on peut voir que c'est un secteur de croissance. L'économie canadienne a besoin de ça. Et lorsque vous regardez aux programmes qui sont très variés et au point de vue immigration, vous pouvez voir qu'ils vont tous aller vers une croissance. Si vous regardez les objectifs par type d'immigration, l'immigration économique étant l'immigration la plus haute au point de vue nombre, de 242 000 pour 2022. Familiale est à peu près la moitié de ça, à 103 000, et réfugiés à 60 000. Donc, ça vous donne une idée du 400 quelques mille que je parlais tantôt, où est-ce que ça se retrouve. Okay? Et puis, pour ces 420 000 programmes, c'est géré par l'intermédiaire d'à peu près 100 programmes d'immigration. Donc, lorsque vous allez sur le site Internet du département d'immigration, vous pouvez vous y perdre facilement parce que quand même, quand on pense de plus de 100 programmes d'immigration, c'est réellement à en perdre la tête.
Chaque province a ses programmes d'immigration. Le fédéral a des programmes d'immigration. Et puis, il y a des programmes qui ont des variations dépendamment du pays que les personnes proviennent ou par rapport à la langue parlée, par exemple. Donc, quand vous regardez au programme d'immigration, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va commencer par le regroupement familial et après ça, on va parler d'immigration temporaire. C'est ça qu'on m'avait demandé, ça, Eva m'avait demandé de parler de ces choses-là. À la fin, si vous avez d'autres questions, soit que ce soit par rapport à ce que je présente ici aujourd'hui ou que ce soit d'autres choses, vous pouvez quand même poser des questions. Si on n'a pas de réponse, on la trouvera plus tard. Les programmes principaux, point de vue regroupement familial, sont nommés ici, comme parrainage du conjoint. Ça, c'est une personne qui marie quelqu'un qui est d'un autre pays ou qui peut être au Canada, mais qui provient d'un autre pays. Parrainage des dépendants, donc on va en parler dans une minute. Parrainage des parents, grands-parents et parrainage d'orphelins. Donc, ces programmes-là constituent le regroupement familial. Au point de vue parrainage de conjoint, quand on regarde un conjoint, c'est quoi un conjoint? Bien, c'est évidemment si vous êtes marié avec une personne, ou ça peut être un conjoint de fait, dans le cas où une personne ou deux personnes demeurent ensemble pendant 2 ans et réellement sont vus par les amis et par tout le monde comme s'ils étaient mariés, dans un sens. Ou ça peut être aussi conjoint conjugal. Ça, c'est des cas exceptionnels où est-ce que les personnes ne sont pas en mesure de se marier, ils ne sont pas en mesure de vivre ensemble. Un exemple, c'est par exemple pour les gens homosexuels qui ne peuvent pas vivre dans certains pays ensemble parce qu'ils pourraient quand même être mis en prison, par exemple. Donc, ça, c'est des cas plus exceptionnels. La plupart des cas se rejoignent sous la bannière des gens mariés ou des conjoints de fait. Il faut évidemment que la relation soit vraie et non pas obtenue pour des fins d'immigration. On entend parler des gens qui, des fois, vont se faire payer une somme d'argent afin de marier une personne pour fin d'immigration. Évidemment, ça, c'est illégal et c'est sûrement pas quelque chose qui est toléré. Mais à cause de ça, ça rend la procédure des autres gens qui sont légitimes plus difficile. Lorsqu'on fait une demande de parrainage de conjoint, et j'en fais beaucoup de ceux-là, il faut quand même démontrer que la relation est vraie et qu'elle n'est pas obtenue au point de vue d'immigration. Certaines choses qui vaut la peine de mentionner, c'est que une personne peut parrainer son conjoint. Il n'y a pas réellement de salaire minimum d'exigé. Donc, c'est pas réellement important que la personne travaille ou pas. Il n'y a pas de salaire minimum, en autant que la personne ne soit pas sur le bien-être social. Si une personne sur le bien-être social, bien, l'autre ne peut pas. Le temps, le coup qu'on a fait un dépôt de demande, la plupart des cas, à peu près 80% des cas, sont réglés en dans 12 mois. Il y en a qui sont réglés en dans 6 mois, mais la plupart du temps, c'est à peu près 12 mois en moyenne. Et il y a aussi des cas qui vont durer plus longtemps, qui vont prendre plus de temps avant d'avoir une décision de IRCC. Évidemment, il y a aussi le parrainage des enfants. L'âge des enfants ou des dépendants a changé au point de vue légal et était arrivé qu'il avait changé à 18 ans, puis ils l'ont remis à 22 ans, là, à peu près 5 ans. Dans le cas des enfants, il ne faut pas qu'ils soient mariés, mais il faut qu'ils soient, au point de vue âge, qui est moins de 22 ans.
Pour ceux qui ont plus de 22 ans, il faudrait qu'ils soient dépendants à cause d'une situation physique ou mentale, mais cet état devrait avoir commencé avant qu'il y avait 22 ans. Donc, ce serait une situation continue dans leur cas. Il y a aussi, en fait, une disposition spéciale depuis à peu près, je veux dire, 3 ans pour les enfants non déclarés. Donc, ceux qui ont immigré et n'ont pas déclaré un dépendant, OK, maintenant sont en mesure de le faire, à moins qu'ils soient des immigrants dans le secteur économique. Okay? Donc, si une personne n'a pas déclaré un enfant et que leur immigration l'ont fait en tant que réfugiés ou en tant que regroupement familial, dans ces cas-là, ils vont être en mesure de parrainer en autant que la personne soit toujours de moins de 22 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils ont introduit comme programme en essai. Donc, si vous avez une situation comme ça, ça va être le temps d'agir par rapport à ça. Le parrainage des parents, ça, c'est un programme qui est annuel, où est-ce qu'il y a un tirage au sort. Donc, vous exprimez l'intérêt de parrainer vos parents. Et si votre nom est pigé, comme en 2021, on a eu 30 000 personnes qui ont été. Au point de vue des parents, il faut démontrer le revenu. Et puis, la façon que IRCC accepte, c'est de prouver le revenu par rapport à vos cotisations avec Revenu Canada. Donc, il faut montrer les 3 dernières années avec ça. C'est bien important de se souvenir qu'il n'y a pas d'exception. Donc, si vous n'avez pas assez de revenus, ça va être refusé. Donc, ça va vous coûter des sous, des problèmes pour rien. Donc, il faut avoir le revenu nécessaire. Donc, dépendamment du nombre de personnes dans votre famille, plus les parents que vous invitez à devenir résident permanent, il faut vous avoir le revenu pour les 3 ans pour ce nombre-là total pendant 3 ans. Donc, c'est bien important avant de faire de mettre votre nom dans le bassin, d'être sûr que si vous êtes invité, vous allez être en mesure de déposer la demande. Et puis, dans ce cas-là, les demandes doivent être faites en dedans de 60 jours. Donc, c'est un délai relativement court pour faire une demande de résidence permanente pour les parents. Il y a aussi le parrainage d'orphelins. Donc, si vous avez des frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, neveux, nièces, comme c'est indiqué sur l'écran, et même des petits-enfants qui ont moins de 18 ans dans ce cas-là. Okay, ce n'est pas 22 ans dans ce cas-là, c'est 18 ans. Et qu'on parle d'orphelins. Donc, c'est la mère et le père qui sont décédés, les deux. Un qui est disparu, qui ne s'occupe pas des enfants, ce n'est pas un orphelin, ça. Il faut que la personne soit décédée. Il faut avoir un certificat de décès. Et évidemment, les enfants ne doivent pas être mariés ou conjoints de fait afin d'être éligibles pour ça. Donc, ça, c'est un programme qui fonctionne en autant que les enfants soient en fait orphelins. Okay? Il n'y a pas d'exception à ce niveau-là. Donc, il n'y a réellement pas d'autre genre de parrainage. Donc, vous ne pouvez pas réellement parrainer oncles, tantes, des amis, des cousins, à moins que ce soit qui répondent aux critères que j'ai mentionnés auparavant.
Il y a une façon, des fois aussi, qu'on peut parrainer d'autres personnes, c'est s'ils sont réfugiés. Donc, ils sont en dehors de leur pays et sont reconnus comme réfugiés dans le pays en question. Donc, ça peut être une personne qui vient d'un pays ou de l'autre, qui est, par exemple, de ces jours, on entend parler beaucoup des gens d'Afghanistan. Souvent, ils vont se retrouver au Pakistan où ils se retrouvent un des pays qui est juste au nord de l'Afghanistan, le Tadjikistan, je crois que ça se dit. Et puis, lorsqu'ils sont devenus réfugiés, pas un demandeur de refuge, une personne qui a une décision et qui sont reconnus comme réfugiés, on peut les parrainer. Dans ces cas-là, vous avez besoin d'un groupe de 5 Canadiens qui sont prêts à s'occuper de ces personnes-là quand ils vont arriver pendant 1 an. Il faut s'en occuper au point de vue, évidemment, qui s'adapte à la situation au Canada. Il faut aller les chercher à l'aéroport. Il faut les amener au médecin, au dentiste, etc. Pendant 1 an, on s'en occupe. Et puis, comme ça, ils sont en mesure, après ça, d'être indépendants. Et dans ces cas-là, ils vont aussi utiliser les services sociaux qu'on a qui aident les gens à se trouver des emplois, etc. Donc, ça, c'est une autre façon, si vous voulez, de parrainer des gens. Des fois, ça peut être des gens de famille. Ça peut être frère, sœur qui vient d'un des pays qui est où est-ce qu'ils ont on va dire, des problèmes sociaux, et puis ils se ramassent dans un autre pays comme réfugiés. Ça, c'est une autre façon d'aider les gens dans des situations difficiles. Okay. Donc, ça, c'est un survol rapide des programmes qu'on a au Canada au point de vue regroupement familial. Okay. Je vais passer maintenant à l'immigration temporaire. Okay. Et puis, je vous invite évidemment à soumettre vos questions pendant que vous y passez, et puis on pourra discuter de vos questions un peu plus tard. Au point de vue migration temporaire, grosso modo, il y a 3 gros programmes qui sont les permis de travail, permis d'études et les visas de visiteurs. Donc, quelqu'un qui vient ici en vacances. Lorsqu'on parle de permis de travail, habituellement, ça va être des permis de travail fermés dans la plupart des cas, puis on va parler des permis de travail ouverts après, dans une minute. Permis de travail fermé, comment que ça commence? Ça commence par une offre d'emploi. Donc, il y a un employeur qui a besoin de quelqu'un. Ils ne sont pas capables de trouver de Canadiens pour faire l'ouvrage en question, ou ça peut être un travail spécialisé, OK? Et puis, à ce moment-là, la plupart du temps, ils vont être obligés de faire une étude de marché. Donc, c'est une étude de l'impact sur le marché du travail. C'est ça que ça veut dire, le EIMT. Et on fait la demande concernant ça. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait des annonces sur certains sites de recherche d'emploi, par exemple, pendant 1 mois. Et puis, l'employeur va évaluer les candidats et puis va venir à la conclusion, écoute, je n'ai pas trouvé de Canadien, que ce soit un citoyen ou un résident permanent, qui est capable de faire le poste que j'ai besoin. À ce moment-là, on va faire une demande. Et puis, si le gouvernement est en accord avec nous, ils vont nous donner une réponse favorable. Et à ce moment-là, on fait une demande de permis de travail au gouvernement pour la personne en question. Donc, la personne, il faut qu'elle ait les compétences requises afin de faire cet emploi-là aussi. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a aussi des postes où est-ce qu'on n'a pas besoin d'études de marché. Okay?
Et puis, ça, c'est les exemples, c'est des exemples ici où est-ce que on peut avoir des permis de travail ouverts. Un exemple, c'est si une personne a un conjoint au Canada et on fait une demande de résidence sous la bannière de regroupement familial, cette personne-là au Canada va aussi être éligible à un permis de travail ouvert. Habituellement, ceux-là sont émis pour une période de 2 ans. En autant que la personne soit au Canada légalement, ils vont être en mesure d'obtenir un permis de travail ouvert. Comme ça, pendant le déroulement de la demande de résidence permanente, ils vont être en mesure de faire des sous. Il y a aussi des programmes de travail vacances. Donc, il y a à peu près une trentaine de pays où est-ce que le Canada a des ententes avec ces pays-là, par exemple la France, où est-ce que la France vont aussi donner accès au marché du travail en France aux Canadiens. Donc, dans le cas ici, c'est que les gens, par exemple les Français, peuvent demander un permis de travail ouvert en autant qu'ils répondent à certaines conditions. Il faut qu'il y ait moins de 35 ans dans le cas de la France, par exemple. Ou s'ils sont d'Angleterre, il faut qu'il y ait moins de 30 ans, ou de l'Australie. Donc, il y a une trentaine de pays comme ça où est-ce qu'on a des ententes et puis ces gens-là peuvent venir travailler avec un permis de travail ouvert au Canada pendant une période d'1 an ou 2, dépendamment du pays de provenance. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent des gens qui vont travailler, par exemple, dans le secteur hospitalier. Puis vous allez demander à la personne, ben, d'où est-ce que tu viens? Puis elle va dire, ben, je viens de la France, ou je viens de l'Australie, ou je viens de l'Angleterre. C'est sur ces programmes-là pour les jeunes que les gens peuvent venir comme ça avoir une expérience. Il y a d'autres programmes aussi sous cette bannière-là, comme ceux qui sont des professionnels, peuvent aussi avoir un permis de travail. Dans ce cas-là, ce serait un permis fermé avec un certain employeur lorsque leur position, c'est une position professionnelle. Il y a aussi des programmes comme ça. Comme j'ai dit, il y a une centaine de programmes d'immigration, donc ils sont tous là. Il y a aussi des nouveaux gradués, donc les gens viennent ici comme étudiants, et puis lorsqu'ils finissent leurs études, s'ils répondent à certains critères, vont être en mesure d'avoir un permis de travail de 1 an jusqu'à 3 ans. Donc, si le programme est seulement qu'1 an, le permis de travail va être d'1 an. Si les études sont de plus d'1 an, le permis de travail va être jusqu'à 3 ans, dépendamment de la durée des études. Et puis, c'est comme ça aussi que les gens, un coup qui ont acquis de l'expérience sur le marché du travail canadien, vont être en mesure de devenir résident permanent plus tard. Okay. Donc, en parlant de permis d'études, ça coûte cher. Les frais internationaux, au point de vue des frais de scolarité, c'est environ, grosso modo, 15 000 $ pour les frais de scolarité, dépendamment de l'école. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus, dépendamment du type de programme que la personne va poursuivre. Et il faut aussi avoir de l'argent pour vivre. Donc, dans ce cas-là, il faut prouver au moins 10 000 $. Donc, lorsqu'on fait une demande, il faut qu'on soit en mesure de prouver 25 000 $, grosso modo, afin d'être éligible pour une décision. Mais même là, il faut démontrer que le plan d'études fait du sens. Donc, c'est pas tout le monde, même s'ils ont de l'argent, qui vont avoir un permis d'études parce que le gouvernement est bien difficile dans ce sens-là et beaucoup de permis d'études sont refusés, des demandes refusées, même si l'argent est là. Il faut que ça fasse du sens. Donc, si quelqu'un est un peu plus vieux, ça va être plus dur à faire accepter ça, par exemple.
Par contre, si quelqu'un vient de finir son école secondaire et puis veut venir à l'université au Canada, puis ils ont 19 ans, ben là, ça fait du sens parce qu'ils viennent de finir l'école secondaire, puis là, ils vont à l'autre étape. Mais si quelqu'un veut aussi changer de genre de métier, par exemple, ça va être aussi plus difficile à démontrer que c'est légitime. Donc, les demandes de permis d'études, c'est pas nécessairement automatique pour les faire accepter. Okay? Il faut démontrer que les études font du sens, que la personne va avoir des possibilités d'emploi dans leur pays quand ils vont y retourner. Il faut encore démontrer que la personne va retourner dans leur pays afin d'être en mesure d'avoir une approbation. Donc, il y a beaucoup de choses à démontrer afin que ça soit approuvé. Et évidemment, il y a des visas pour le Canada. Donc, la personne doit avoir assez de sous pour venir au Canada. La personne doit avoir des liens à leur pays, comme la propriété ou de la famille, d'autres choses, un job à retourner, parce que le gouvernement est inquiet que les gens vont venir au Canada et ils ne repartiront pas. Donc, il faut démontrer que la personne va en fait retourner dans leur pays un coup qu'ils vont avoir fait leur visite au Canada. Souvent, les demandes comme ça sont refusées parce que souvent, les personnes n'ont pas d'expérience de voyage et c'est difficile à démontrer qu'une personne va retourner dans leur pays. Et souvent, ces cas-là, il faut les amener en cour fédérale afin de changer la décision. Avec la Cour fédérale, tout ce qu'ils vont dire, c'est que OK, on n'est pas d'accord avec sa décision, il faut renvoyer la décision à un autre agent ou officier d'immigration. Donc, c'était un survol des programmes au point de vue regroupement familial et né au Canada temporairement. Comme j'ai dit au départ, ça, c'est mon information. Et on peut ouvrir tout ça pour les gens. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre, ou du moins d'essayer. Oui. Merci beaucoup, Daniel Brière. Alors, on est rendu à la période de questions. Juste avant d'arrêter l'enregistrement, j'aimerais rappeler que l'atelier a été présenté en partenariat avec l'Association francophone de Brooks. Alors, merci à l'association. Et nous sommes l'Association des juristes d'expression française avec un centre d'information juridique qui peut aussi vous aider tant par notre site web que notre service au téléphone à vous fournir autant d'informations que possible. Et on vous rappelle que tout cela aujourd'hui a été présenté à titre d'information seulement. Ce ne sont pas des conseils juridiques et c'est en date d'aujourd'hui. On est le 4 décembre 2021. Alors, sachez que l'information peut changer.